Le linge fin et les verres en cristal étaient parfaits, mais le sourire de Solange était aussi fragile que la cerise sur un gâteau dont elle n'avait jamais vraiment rêvé. De son coin du salon, elle observait la fête se dérouler, non pas comme une hôtesse, mais comme un fantôme dans sa propre maison. L'air, autrefois chargé des parfums réconfortants de ses propres pâtisseries cannelle, pommes et ragoûts mijotés était désormais stérile, ponctué seulement par l'arôme vif et fugace d'un champagne coûteux. Le désordre confortable d'une vie bien remplie avait été systématiquement effacé. Son fauteuil en velours préféré, usé par des années de lecture, avait disparu, remplacé par une chaise scandinave rigide, à la fois impitoyable et critique. Les photos de famille qui encombraient le buffet, retraçant l'évolution de ses enfants et petits-enfants dans une chronologie chaotique et affectueuse, avaient été troquées contre des lithographies froides et abstraites qui ne signifiaient rien pour elle. C'était toujours son appartement, niché sur les pentes historiques de la Croix-Rousse à Lyon, mais il ne lui ressemblait plus. Il portait la signature inimitable d'Élodie, sa belle-fille, une signature de perfection minimaliste conçue pour un objectif d'appareil photo, pas pour une vie. Les invités, pour la plupart des amis d'Élodie, bavardaient avec une animation qui semblait étrangère au vieux mur. Leur voix, une cacophonie d'angoisse moderne déguisée en jargon bien-être, retraite détox, jeûne intermittent, vie consciente, se mêlait au tintement des verres. Tout cela sonnait creux pour Solange. Elle se sentait comme une pièce de musée, un accessoire indispensable au thème de la soirée, qu'Élodie avait fièrement annoncé sur son Instagram, célébrer le patrimoine authentique. Elle aperçut son fils, Antoine, debout, maladroitement, près de la bibliothèque. Il tirait sur le col de sa nouvelle chemise trop serrée, sa culpabilité aussi visible que la sueur perlant sur son front. Se faufilant à travers la foule, Solange le rejoignit. « Antoine » commença-t-elle doucement, jetée à peine vue de toute la soirée. Il tressaillit, une lueur de panique dans les yeux. « Maman. C'est juste qu'il y a tellement de monde. Élodie a fait un travail formidable, non ?» Avant qu'il puisse en dire plus, la tornade blonde qu'était sa femme s'abattit sur eux. « Chérie, viens. Tu dois absolument goûter ces canapés aux chèvres et aux figues. Et souris, tu as l'air si tendu. L'énergie doit circuler. » Elle le saisit par le bras, l'éloignant de sa mère sans même un regard en direction de Solange, la laissant seule avec le goût amer de la déception. Le clou de la performance fut le gâteau. Ce n'était pas le simple gâteau aux pommes que Solange préparait pour chaque anniversaire d'Antoine depuis son enfance, mais une imposante création architecturale signée par un pâtissier branché. Élodie se plaça à côté de Solange, posant une main possessive sur son épaule. « À ma merveilleuse belle-mère, Solange », proclama-t-elle, sa voix résonnant dans la pièce soudain silencieuse. « Elle est notre roc, notre inspiration. C'est de cet héritage familial, de cette transmission du savoir, que je puise la force de partager ma vision avec vous tous chaque jour. » Solange supporta le discours, son sourire se crispant en une fine ligne douloureuse. Dans le flash brillant et prédateur d'un smartphone, elle vit son propre reflet dans les yeux d'Élodie et comprit avec une clarté glaçante que cet hommage affectueux n'était rien d'autre qu'un élément de contenu supplémentaire pour la marque. Épuisée par cette mascarade, Solange s'éclipsa à la cuisine sous prétexte d'aller chercher de l'eau. La pièce, habituellement son sanctuaire, était un chaos impersonnel de plateaux de traiteurs et de bouteilles vides. Elle se versa un verre d'eau, savourant le silence relatif. C'est là que Clara, sa petite fille de 17 ans, la trouva. Contrairement aux autres, Clara était restée une observatrice silencieuse toute la soirée, son visage d'adolescente maquillé d'inquiétude. Elle s'approcha de sa grand-mère, et lorsque leurs regards se croisèrent, Solange sentit, pour la première fois de la soirée, qu'elle était vraiment vue. Clara prit la main fripée et froide de sa grand-mère. Elle se pencha vers elle, sa voix si basse qu'elle en est à peine un, mais chaque syllabe était chargée d'une urgence qui perçait le brouhaha de la fête. « Mamie » murmura-t-elle. « Il faut que tu t'éloignes de ton fils. Immédiatement. » Le lendemain matin, le silence dans l'appartement était plus assourdissant que le bruit de la fête, et un simple dossier en papier craft sur la table de la cuisine semblait plus menaçant que n'importe quelle parole de colère. Solange n'avait pas vraiment dormi. Elle avait traversé une nuit de pensées brumeuses et anxieuses, chacune ramenant à l'avertissement murmuré par Clara.
Ces mots étaient devenus une sonnette d'alarme frénétique dans le calme de sa chambre, impossible à ignorer. Éloigne-toi de ton fils. Comment une mère pouvait-elle échapper à son propre fils? Elle était restée assise dans le noir pendant des heures, à regarder la lumière grise de l'aube se répandre sur les toits de Lyon, une terreur profonde et physique s'installant comme une pierre dans son estomac. L'odeur persistante de parfums coûteux et de champagne de la veille lui semblait une profanation, la trace fantomatique d'étrangers qui avaient traité sa maison, son sanctuaire, comme un lieu public. Clara arriva juste après le lever du soleil, son visage juvénile empreint d'une gravité déchirante. Pas de « bonjour » joyeux, juste un regard triste et entendu qui exprimait tout. C'était une enfant contrainte à un rôle protecteur. Sans un mot, elle déposa le fin dossier en papier craft sur la table en bois usé, sa couleur fade contrastant fortement avec la tempête qu'il contenait. « Je suis retournée chercher mes écouteurs », expliqua Clara d'une voix basse et posée, déterminée à être forte pour sa grand-mère. « Je savais qu'il serait parti. J'ai eu un pressentiment. » Son ordinateur de bureau était allumé et déverrouillé. Le partenaire d'Élodie, il est trop arrogant pour croire que quiconque oserait. C'était sur le bureau. Le fichier s'appelait simplement Projet S. Projet Solange. Les deux mots flottaient dans l'air, une grossièreté froide et clinique. Pendant un long moment, paralysant, Solange ne put que fixer le dossier. Il semblait vibrer d'une énergie maléfique, un monstre aussi fin qu'une feuille de papier attendant d'être libéré. L'ouvrir, c'était rendre le cauchemar réel, accepter que l'ambition de sa belle-fille et la faiblesse de son fils s'étaient transformées en quelque chose de véritablement monstrueux. Ses mains, qui avaient pétri tant de pâtes, pensé tant de genoux écorchés et apaisé tant de fièvre, lui semblaient étrangères et maladroites lorsqu'elle finit par le saisir. D'un souffle tremblant qui ne calma guère son cœur qui battait la chamade, elle dénoua le cordon. La première page était un document juridique, les statuts d'une entreprise. Le nom en haut la fit tressaillir, l'héritage d'Élodie. L'héritage d'Élodie. Solange se remémora les après-midi qu'elle avait passé patiemment à montrer à Élodie comment plier parfaitement la pâte pour un pitivier, le secret d'un bouillon de bœuf clair. Elle avait pris l'intense concentration d'Élodie pour de l'intérêt, pour un désir de connexion. Maintenant, elle voyait ce qu'il en était, de la recherche. L'objectif commercial le confirmait, promotion d'un art de vivre et du bien-être par la valorisation du patrimoine culinaire familial, incarné par Solange Dubois. Son nom, sa vie, son histoire, tout cela réduit à une opportunité de branding, la pierre angulaire d'un empire dont elle n'était pas censée faire partie. Ce n'était pas un vol d'argent, mais un vol de son identité même. Elle se força à tourner la page. C'était une série de courriels imprimés entre Élodie et un avocat. Le langage était froid, transactionnel. Le regard de Solange s'accrocha à des expressions qui semblaient appartenir à un autre monde, procédure de tutelle, évaluation de la capacité mentale diminuée, nécessité légale de protéger les biens contre une mauvaise gestion, protéger le mot était une insulte grotesque. Il ne voulait pas la protéger, il voulait la mettre en cage, la neutraliser, la transformer en figure de proue souriante et docile pendant qu'il vendait son âme aux enchères. Mais la dernière page était la plus cruelle. C'était un simple tableau Excel, un journal de bord de sa prétendue déchéance, intitulé « Suivi des incidents ». Il y avait des colonnes nettes et stériles, date, incident, témoin. Quelques lignes étaient déjà remplies de ses péchés. 15 octobre, j'ai raconté la même histoire 2 fois au marché de la Croix-Rousse. Témoin, Élodie. Solange se souvenait de ce jour. Elle avait été distraite, inquiète pour une vieille amie hospitalisée. 22 octobre, j'ai cherché ses clés pendant 10 minutes. Témoin, Antoine. 10 minutes. Elle s'en souvenait aussi. Elle avait fredonné, réfléchissant à ce qu'elle allait préparer pour le dîner, l'esprit agréablement à la dérive. Un moment simple et humain, désormais enregistré comme la preuve de son déclin. Son fils, son Antoine, était leur témoin principal. Le nom était là, tapé, définitif. Solange ne pleura pas. Les larmes lui semblaient trop chaudes, trop humaines pour la glace qui coulait dans ses veines. Elle leva les yeux des journaux et son regard tomba sur une petite photo délavée collée sur la porte du réfrigérateur, celle d'un petit garçon au sourire chocolaté. Son Antoine.
Il n'aurait jamais fait ça, murmura-t-elle, dans une dernière tentative désespérée pour sauver le souvenir de l'enfant qu'elle aimait de l'homme qui avait co-signé cette trahison. Clara, qui était restée silencieuse à ses côtés, la regardait avec une tristesse infinie mais une honnêteté inébranlable. Ce fut sa voix douce qui brisa le dernier déni de Solange. « Non, mamie. Il n'aurait pas fait ça. Mais l'occasion ça arrive. » Solange regarde son reflet dans la vitre sombre, une flamme froide s'allume dans ses yeux. « D'accord, » dit-elle d'une voix dénuée de sa chaleur habituelle. Il est temps de leur apprendre une nouvelle recette. Pendant 3 jours, Solange joua le rôle qu'Élodie lui avait assigné, une vieille femme douce, un peu désemparée, qui perdait pied avec la réalité. Elle devint une actrice accomplie dans le théâtre de sa propre vie. Lorsqu'Élodie l'appelait, la voix empreinte d'une inquiétude fausse et mielleuse, Solange répondait avec des hésitations minutées, lui demandait de répéter sa question et divaguait sur la météo. Elle voyait presque le sourire satisfait et suffisant d'Élodie à l'autre bout du fil, un autre incident à consigner dans son cruel tableur. Elle égarait ses lunettes de lecture, les laissant dans le sucrier, ou oubliait une casserole sur le feu jusqu'à ce que l'eau bouille. Chaque petite prestation était un test, une confirmation de leur plan, et chaque jour qui passait, la flamme froide de sa détermination s'intensifiait. Mardi, ils vinrent lui rendre visite. Élodie arriva avec un bouquet de lys blancs stériles, pour égayer la pièce, gazouilla-t-elle, même si Solange savait que c'était surtout pour sa prochaine story Instagram. Antoine le suivit comme une ombre, le visage sombre, tel un homme marchant vers sa propre exécution. Après quelques minutes de bavardage insoutenable, il s'éclaircit la gorge et sortit une liasse de papier de sa serviette. « Maman » commença-t-il d'une voix tendue, « ce n'est qu'un papier pour l'assurance vie. Une formalité. Il faut juste que tu signes ici. » Sa main tremblait tandis qu'il désignait une ligne au bas d'une page chargée de textes juridiques. Solange prit le document, le cœur brisé. Elle le tint à une distance inconfortable, puis le rapprocha, plissant les yeux d'un air dramatique. « Oh, ma chère » soupira-t-elle d'une voix faible. « Mais tu sais que je ne vois rien sans mes lunettes. Les caractères sont si petits ces temps-ci. Où donc les ai-je bien pu mettre ?» Elle commença à tapoter les poches de son tablier, ses doigts effleurant la forme familière et solide des lunettes soigneusement rangées à l'intérieur. Elle laissa échapper un petit soupir de frustration. « Clara, as-tu vu mes lunettes ?» demanda-t-elle dans le vide, sachant que le spectacle d'appeler sa petite fille ajouterait encore à sa confusion supposée. Antoine pâlit. La sueur perlait sur son front sous les lumières de l'appartement. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Élodie, toujours aussi habile, intervint. Elle posa une main apaisante sur son bras, un geste qui semblait encourageant pour quelqu'un de l'extérieur, mais qui faisait l'effet d'une laisse pour Solange. « Laisse-toi, chérie » roucoula-t-elle d'un ton condescendant. « On pourra revenir une autre fois. Il ne faut pas la brusquer. » Son regard, cependant, lança des éclairs. La vue de son fils, si brisé et si contrôlé, confirma les pires craintes de Solange. Il n'était plus un complice passif, il était un simple fantassin dans l'armée de sa femme. Au moment où la porte se referma derrière eux, le masque de confusion tomba du visage de Solange. Elle laissa les lys blancs sur la table, leur parfum funèbre emplissant l'air. Une vague de chagrin la submergea, une douleur si profonde qu'elle lui parut physique. Ce n'était pas seulement à cause de la trahison, c'était à cause de la solitude, à cause du fils qu'elle avait perdu, profondément et profondément. Ayant besoin de se reconnecter à quelque chose de réel, elle se dirigea vers le fond de l'appartement, dans le petit débarras qu'Élodie utilisait comme réserve pour ses accessoires de scène. À l'intérieur, parmi des cartons de vases minimalistes et des coussins beiges, se trouvaient les reliques poussiéreuses de sa vie réelle. Elle caressa du doigt une petite boîte contenant les chaussures de bébé d'Antoine, puis souleva délicatement un album photo qu'Élodie avait jugé encombré. Poussée par une intuition soudaine, elle ouvrit une grande malle métallique qu'elle n'avait pas touchée depuis des décennies. Une odeur familière de cannelle et de vieux papier sec s'en échappa, un fantôme de sa propre enfance. Enfouie sous des draps jaunis et le pull en laine préféré de son défunt mari se trouvait une petite boîte en fer blanc rouillé. Ses doigts la reconnurent avant ses yeux. Elle le sortit, le cœur battant. À l'intérieur,
posée sur un lit de coton délavé, se trouvait une simple fiche de recette pliée. Le papier était fragile, couleur crème vieillie, les bords adoucis par le temps. L'encre violette de l'écriture avait pâli, mais était encore lisible, tarte tatin de grand-mère Suzanne. La tarte tatin de sa grand-mère. Alors qu'elle tenait ce délicat morceau de papier, une force qu'elle croyait avoir perdue à jamais refit surface en elle. Ce n'était pas seulement une recette. C'était un testament. C'était une histoire de résilience, la preuve que les choses authentiques, bien que fragiles, survivent. C'était un héritage d'amour et de défis, tout ce qu'Élodie prétendait vendre sans jamais pouvoir comprendre. C'était son arme. C'était un plan. Elle prend son téléphone, la main parfaitement stable, et compose un numéro parmi ses contacts. Allô, commandant Dubois ? Je crois qu'il est temps qu'on discute. Nous venons d'atteindre un moment décisif dans l'histoire de Solange. Sa décision est prise. Si vous êtes encore avec nous et que son courage commence à vous toucher, merci de commenter le chiffre ci-dessous, pour nous montrer silencieusement votre soutien. Et si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner et à activer la cloche des notifications, car la suite promet d'être intense. Votre soutien est précieux et nous permet de continuer à donner vie à ces récits poignants. Maintenant, retournons à l'histoire. La riposte de Solange ne fait que commencer. La publication Facebook de Solange était d'une simplicité trompeuse, une photo de sa vieille cocotte en fonte bien assaisonnée et une seule ligne de texte, une recette très spéciale, ce soir à 19h. En direct. La publication est apparue sans tambour ni trompette, comme une vague numérique discrète qui se propageait à Lyon. Elle est apparue sur le fil d'actualité d'une vieille voisine sirotant son café du matin, sur la tablette du fromager du marché Saint-Antoine et sur le téléphone d'une ancienne collègue que Solange n'avait pas vue depuis des années. Dans un monde de graphisme tape à accent grave-l'œil et d'autopromotion agressive, sa simplicité était précisément ce qui la rendait si captivante. Elle semblait authentique. Elle ressemblait à Solange. Dans sa cuisine, devenue un poste de commandement improvisé, Clara travaillait avec l'efficacité concentrée d'une professionnelle chevronnée. Elle ajustait l'angle de l'ordinateur portable sur une pile de livres de cuisine, s'assurant que la caméra cadre parfaitement le plan de travail en bois usé. Un petit microphone externe était discrètement accroché au col du tablier de Solange. « Comme ça, ta voix sera claire comme du cristal, mamie », expliqua Clara en testant le volume sonore. Pas comme dans les vidéos d'Élodie où la musique de fond est toujours trop forte. Solange sourit, d'un sourire sincère et chaleureux cette fois. Ce soir, ma chère, le seul son nécessaire, c'est la vérité. Tandis que Clara finalisait l'installation, les commentaires sur la publication commencèrent à affluer. Elle les lut à voix haute, la voix emplie d'une chaleur triomphante. Regardez. Michel, le vendeur de pommes, a écrit « Solange. J'espère que vous utilisez ces pommes reines des Rainettes dont on vous a parlé. Je vous surveillerai. » Un autre commentaire d'une ancienne voisine est apparu, « Madame Dubois. Quelle belle surprise. Mes enfants parlent encore des gougères que vous m'avez apprises à faire il y a 10 ans. » Une à une, les voix de son passé, les fils de sa vraie communauté, ont commencé à tisser un filet de soutien autour d'elle. Une larme a tracé son chemin sur la joue de Solange, mais ce n'était pas une larme de tristesse. C'était une larme de gratitude profonde et réconfortante. Elle n'était pas seule. À 10 kilomètres de là, dans un élégant appartement vitré du quartier moderne de Confluence, l'atmosphère était tout sauf chaleureuse. Élodie fixait son téléphone, un rictus dédaigneux sur son visage parfaitement maquillé. « Regarde ça », dit-elle en tendant l'écran vers Antoine. « Le Rolodex de dinosaures de ta mère est en train de surgir du bois. C'est pathétique. » Antoine regarda la photo de la marmite en fonte et ressentit une douleur familière dans la poitrine. C'était la marmite de ses dimanches d'enfance, celle qui exhalait l'arôme réconfortant du bœuf bourguignon. « Je ne sais pas, Élodie, » marmonna-t-il d'une voix faible. Peut-être qu'elle est juste nostalgique. Nostalgique ? Ou en train de mettre en scène un pathétique petit appel à l'attention, rétorqua-t-elle, ses mots s'agitant comme des éclats de verre. Elle arpenta le sol en béton poli, l'esprit en ébullition. Puis, son expression changea. Une lueur froide et stratégique éclaira son regard. Non,
Attends, dit-elle, un sourire lent et prédateur se dessinant sur ses lèvres. C'est une opportunité. Une occasion en or. Elle se tourna vers Antoine, l'excitation palpable. On y va. On va débarquer, la surprendre, l'inonder d'amour et de soutien, là, devant tout le monde. Imaginez l'image. La famille dévouée, la jeune génération honorant sa matriarche. C'est de l'or viral. On va faire de sa triste petite tentative un chef-d'œuvre de notre propre histoire de marque. Elle était tellement aveuglée par son génie manipulateur, si sûre de sa maîtrise des apparences, qu'elle ne voyait pas le précipice vers lequel elle fonçait joyeusement. Une sueur froide perla dans le dos d'Antoine. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ? Et si elle disait quelque chose ? » « Quoi » s'exclama Élodie d'un rire bref et sec, dénué d'humour. « Qu'on s'inquiète pour elle ? Qu'on essaie de gérer ses affaires pour qu'elle puisse se reposer ? Ce sera notre parole contre la sienne. » Et entre une influenceuse bien-être adorée avec des centaines de milliers d'abonnés et une vieille dame désorientée qui parle à sa marmite, qui croyez-vous que les gens vont croire ? De retour dans sa cuisine, Solange ignora le bourdonnement du téléphone. L'heure approchait. Elle se déplaçait avec une grâce réfléchie et méditative, ses gestes étant un rituel de préparation. Elle lava chaque pomme, ses mains agissant avec la mémoire musculaire d'une vie. Elle les éplucha en longues spirales ininterrompues, leur parfum acre et sucré emplissant l'air. Elle coupa le beurre froid en dés parfaits et réguliers. Ce n'était pas seulement de la cuisine. C'était son armure. C'était elle qui se recentrait, concentrait sa puissance, préparait son âme pour la bataille à venir. L'horloge murale approchait de 7 heures. Clara lui adressa un dernier signe de pouce rassurant. Solange prit une profonde inspiration, l'air emplissant ses poumons d'un parfum de pomme et d'une détermination inébranlable. La petite lumière rouge de la webcam clignota. Pas de musique, pas d'image d'introduction. Juste Solange, debout derrière son comptoir de cuisine, le regard droit dans l'objectif comme dans les yeux d'une amie de confiance. « Bonsoir à tous », commença-t-elle d'une voix chaleureuse et posée. « Ce soir, je ne partage pas seulement une recette. Je partage une histoire. » Alors que le riche parfum ambré du caramel emplissait la cuisine, Solange comprit que sa grand-mère avait raison, la plus grande douceur peut brûler si on n'y prête pas attention. Elle fit tournoyer le sucre fondu dans la lourde marmite en fonte, s'adressant à l'objectif de la caméra comme si elle était seule à sa table. Ma grand-mère, Suzanne, disait que cette tarte était un remède au grand chagrin, dit-elle d'une voix chaude et mélodieuse. Elle croyait que lorsque la vie devenait amère, il fallait la combattre par la douceur. Mais elle m'a aussi appris qu'il fallait être vigilant. Solange leva la marmite à la lumière, révélant au public sa belle couleur qui s'intensifiait. Le caramel, voyez-vous, est une chose délicate. Il peut être parfait un instant doré, parfumé et plein de promesses. Mais si on tourne le dos, si on est distrait par d'autres choses, il peut devenir noir et amer en un instant. Il peut brûler, et tout le plat est gâché. Certaines choses, une fois brûlées, ne peuvent plus jamais être sucrées. Les mots flottaient dans l'air, une douce histoire entrecoupée d'un avertissement silencieux et mortel. C'est à ce moment-là que la porte de la cuisine s'ouvrit brusquement. « Maman. On a vu que tu étais en direct et on n'a pas pu résister. Quelle merveilleuse idée !» Élodie fit irruption, un tourbillon d'enthousiasme fin, suivi d'Antoine, lamentablement. Elle se précipita aux côtés de Solange et lui déposa un baiser sur la joue pour le plus grand plaisir des milliers de téléspectateurs. Elle était l'image même de la dévotion filiale. « C'est exactement ce dont je parle toujours à ma communauté », annonça-t-elle en se positionnant dans le cadre, à côté de Solange. La transmission du patrimoine. Je travaille d'ailleurs sur une version saine de cette tarte sans gluten, bien sûr, avec du sucre de coco. Il s'agit d'unir tradition et modernité, voyez-vous. Elle continua de bavarder, sa voix rapide et tranchante, détournant sans effort le récit, la caméra, la cuisine. Solange ne dit rien. Elle continua simplement son travail, un léger sourire énigmatique jouant sur ses lèvres tandis qu'elle disposait méticuleusement les tranches de pommes en une spirale parfaite sur le caramel chaud et bouillonnant. Elle recouvrit les pommes de pâte fraîche, en rentrant les bords avec des doigts experts et délicats,
et glissa le tout dans le four chaud. Un silence apaisant s'installa un instant, celui qu'Élodie se sentait toujours obligée de combler. Alors, commença-t-elle, prête à reprendre son monologue, pendant que ça cuit, je voulais prendre un instant pour vous raconter. Mais Solange leva la main. C'était un geste simple et discret, mais avec une autorité qui coupa Élodie au milieu d'une phrase. Un instant, ma chère Élodie, dit Solange d'une voix toujours douce, mais maintenant d'une dureté d'acier. Vous parlez d'héritage et de tradition. Un ingrédient essentiel de toute recette, dans toute famille, c'est la vérité. Elle se pencha, d'un sac fourre-tout qu'elle avait placé sous le comptoir, elle sortit non pas un pot à épices, mais la chemise en papier craft. Elle la posa sur le comptoir avec un bruit sourd, mais définitif. Le bruit sembla aspirer tout l'air de la pièce. Le sourire d'Élodie, habituée à la pratique, se figea, puis se mit à tressauter. Antoine recula d'un pas, le visage blême, comme s'il venait d'apercevoir un serpent sur la table. Avec une lenteur délibérée, presque théâtrale, qui amplifia la tension à un point insupportable, Solange mit ses lunettes de lecture. J'ai une autre recette, dit-elle, le regard fixé droit sur l'objectif, clair et inébranlable. Une recette pour effacer une vie. Elle ouvrit le dossier. Et d'abord, pour ta base, tu crées une société écran. Tu peux l'appeler d'un joli nom, comme l'héritage d'Élodie, dit-elle en lisant le document. Son but est d'exploiter l'image et l'identité de ta belle-mère, sans son consentement. Elle marqua une pause, le temps que les mots pénètrent. Ensuite, tu ajoutes une touche de manipulation juridique. Des courriels à un avocat, peut-être, pour discuter d'une procédure de tutelle visant à la faire déclarer mentalement incapable. Le visage d'Élodie n'était plus qu'un masque d'horreur exsangue. Et enfin, poursuivit Solange d'une voix légèrement plus basse, pour la décoration, un calendrier. Un calendrier spécial pour consigner tous ces petits manquements. Elle brandit le tableur. Comme, le 22 octobre, chercher ses clés pendant 10 minutes. Témoin. Elle marqua une pause, son regard passant du papier à son fils, dont les yeux étaient fermés par l'agonie, Antoine. La minuterie du four sonna, un son aigu et perçant dans le silence pesant de la cuisine. Le visage d'Élodie était un masque d'horreur. Solange se détourna de sa famille brisée et se tourna vers le four. Je crois, dit-elle d'une voix dénuée de haine, que la tarte est prête. Dans les jours qui suivirent, le silence du téléphone d'Élodie était plus fort que les milliers de commentaires qui inondaient encore la page de Solange. Ce silence était un nouveau type de bruit, un vide assourdissant là où se faisaient auparavant les bourdonnements incessants d'adoration et de contrats de marque. Désormais, les appels qui parvenaient à passer provenaient d'avocats et de responsables de marques en colère, lançant des mots comme « rupture de contrat » et « clause de moralité ». Sa tentative de vidéo d'excuses larmoyantes, filmée contre le mur blanc immaculé de son appartement devenu une prison, fut accueillie par une tempête de moqueries et d'incrédulité. L'empire numérique qu'elle avait bâti sur une authenticité soignée s'était effondré du jour au lendemain. Une semaine après la diffusion, le commandant Dubois appela Solange. Sa voix était chaleureuse et respectueuse. « Madame Dubois, dit-il, je tenais à vous informer qu'en raison des preuves présentées et de l'intérêt public considérable, nous avons ouvert une enquête officielle pour abus de faiblesse contre votre belle-fille. » Solange resta silencieuse un instant, écoutant le chant des oiseaux à sa fenêtre. « Merci, commandant, répondit-elle d'une voix calme. « Merci pour votre diligence. Mais je ne porterai pas plainte moi-même. » Le commandant resta silencieux, surpris. « Ma justice, expliqua Solange doucement, était de servir la vérité. Le reste n'est que conséquence. Elle avait gagné sa guerre non pas au tribunal, mais dans sa cuisine. Elle ne recherchait pas la vengeance, seulement la paix. Alors que le sombre hiver lyonnais cédait enfin la place à la lumière pâle et pleine d'espoir du début du printemps, Solange sentit une nouvelle vie s'animer en elle. Par un frais matin de mars, elle prit les clés et se dirigea vers la presqu'île, jusqu'à la petite devanture qui avait autrefois été son atelier de cuisine. Elle était poussiéreuse et sentait le désuétude. Sur un mur, elle distinguait encore vaguement le contour d'un logo épuré et sans âme qu'Élodie avait dessiné pour elle des années auparavant. La première chose que Solange fit fut d'acheter un pot de peinture blanc crème et un rouleau.
Couvrir les derniers vestiges de l'influence d'Élodie fut un geste lent, méthodique et profondément thérapeutique. À chaque coup de pinceau, elle reprenait possession de son espace, de son histoire, de sa vie. Lorsque le mur était une toile vierge et immaculée, la pièce semblait respirer à nouveau. Elle n'installa pas de pancarte sophistiquée, juste une petite pancarte peinte à la main sur la porte, la cuisine sans condition. Il n'y eut pas d'inauguration officielle. La nouvelle se répandit à l'ancienne, par le bouche à oreille, une discrète mention dans le journal du quartier. La première semaine, 3 femmes de son âge vinrent, les mains fatiguées mais le regard brillant de curiosité. Elles ne se contentèrent pas d'apprendre une recette, elles en partagèrent 3. Elles pétrirent du pain en parlant de leurs enfants, de leur joie et de leurs peines. La semaine suivante, 7 femmes arrivèrent. Bientôt, la petite cuisine s'emplit d'un doux bourdonnement joyeux, l'air rempli des odeurs de café, de gâteaux et de convivialité. C'était un lieu où nul n'avait à se produire. Un lieu où il fallait simplement être. C'était, Solange le savait, le véritable sens de l'héritage. Un après-midi d'avril, une femme élégante, qui avait été une fidèle et discrète pendant des semaines, resta sur place après la fin du cours. Madame Dubois, commença-t-elle avec un sourire chaleureux, je m'appelle Hélène. Je travaille pour une maison d'édition à Paris. Elle expliqua qu'elle avait entendu parler de Solange pour la première fois grâce au désormais tristement célèbre livestream, mais que c'était de la voir ici, dans cette cuisine, qui l'avait profondément émue. Ce que vous avez créé, ce n'est pas une marque. C'est un héritage, dit Hélène. Nous serions honorés si vous nous autorisiez à vous aider à le partager. Un livre de recettes de votre grand-mère, vos recettes, vos histoires. Solange regarda autour d'elle sa cuisine ensoleillée, la farine qui saupoudrait les plans de travail et la douce chaleur persistante qui flottait dans l'air, et pour la 2e fois depuis des mois, elle versa des larmes de pure gratitude. Plus tard dans la semaine, elle était dans son appartement, les fenêtres ouvertes sur la douce brise printanière. Elle préparait une simple compote de pommes, rien que pour elle, savourant le calme. Une ombre passa sur le seuil. C'était Antoine. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, seul, paraissant plus mince et plus âgé d'une décennie. L'arrogance assurée qu'il avait empruntée à Élodie avait disparu, remplacée par une honte fragile et profonde, déchirante à voir. Il se tenait là, incapable de parler, incapable de franchir le seuil de la maison qu'il avait contribué à transformer en cauchemar. Solange regarda son fils, les rides profondes du remords gravées sur son visage. Sans un mot, elle se détourna de lui, se dirigea vers le placard et prit une petite assiette. Elle alla au comptoir, y déposa une part de la tarte aux pommes chaudes qu'elle avait cuite plus tôt et la posa sur la petite table près de l'entrée. C'était une offre, pas une absolution. Une porte entr'ouverte, pas un paillasson. Son âme, enfin, était chez elle.